Notre invité aujourd'hui, il s'appelle Olivier Gérald, Gérald Olivier. Gérald, c'est le prénom, Olivier, c'est le nom. Pour ceux qui se posent la question, donc le journaliste Olivier Gérald, il est écrivain, il est commentateur politique franco-américain, spécialiste de l'Amérique. Il est également chercheur associé à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, en abrégé IPSE, IPSE. Et il est ancien rédacteur en chef du spectacle du Monde. Il est également éditorialiste à Atlantico, après avoir travaillé entre autres pour des médias comme l'agence France Presse. Il est l'auteur de 3 ouvrages. Le premier en 2012, Mitt Romney pour le renouveau du mythe américain. Le deuxième, Kennedy et le temps de l'Amérique, comment John et Jackie ont changé le monde. Et le troisième, le tout dernier, qui était d'ailleurs tout frais au moment où nous l'avons reçu en janvier dernier, c'est Sur la route de la Maison Blanche. Donc aujourd'hui, il nous revient pour parler, décortiquer les 9 derniers mois de l'administration Biden et nous donner son opinion sur, on va parler de l'Afghanistan, on va parler de la chute dans les sondages de cette administration et on va surtout aborder les perspectives des élections midterm sénatoriales et du Congrès qui auront lieu l'année prochaine. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'on aura un retournement de situation avec un penchant vers la droite? Quel est l'avenir du trumpisme? Est-ce qu'on a un ressurgissement du trumpisme? Et bref, toutes ces questions seront abordées aujourd'hui. Alors, de but en blanc, quelle est votre perception? Comment est-ce que vous pesez le pouls de la nouvelle administration Biden 9 mois après l'inauguration? Donc, pour répondre à votre question fondamentale sur les 9 premiers mois de la présidence Biden, malgré tout, ce qu'il faut dire, et à regret ou pas, pour moi ce sera à regret, c'est que on assiste à une succession de crises du point de vue des États-Unis, une succession de crises qui ont pour toutes en commun d'être artificielles, c'est-à-dire d'avoir été créées par des décisions politiques précises et qui étaient des décisions motivées par le désir d'inverser ce qui avait été mis en place par le président Trump. Je fais référence notamment à la politique d'immigration, je fais référence à la politique en matière d'énergie, je fais référence à la politique en matière d'environnement vis-à-vis de l'accord de Paris, par exemple, je fais référence à la politique internationale vis-à-vis de l'Iran, avec la dénonciation du retrait américain du fameux JCPOA, on en reparlera en détail un petit peu après peut-être, et puis tout récemment avec ce fiasco d'un retrait extrêmement mal exécuté d'Afghanistan, alors qu'il était prévu depuis un certain temps, et qui a résulté en une véritable tragédie, puisque il y a une dizaine de jours, il y a eu un attentat qui a fait 13 morts parmi les soldats américains, plusieurs dizaines de tués parmi les civils afghans qui étaient à l'aéroport. Donc malheureusement, les 9 mois de la présidence Biden, pour l'instant, ne sont pas couronnés de succès du tout, et comme vous l'avez dit dans votre introduction, cela se traduit par une chute de sa popularité dans les sondages. Il était crédité de 48, 50, 52% de ce qu'on appelle en anglais des approvals, c'est-à-dire d'appréciation ou d'approbation de sa politique. Il est tombé en dessous de 40 au cours des quelques dernières semaines, ce qui le place assez bas en comparaison d'autres présidents à la même époque de leur premier mandat. Mais au-delà de sa popularité, le problème que sa politique pose, c'est celui de, je dirais, l'avenir proche des États-Unis, de leur redressement économique, de leur situation dans le monde et de leurs relations vis-à-vis de leurs alliés ou même, plus grave, de leurs ennemis. Donc, on est au cœur d'une situation très difficile et surtout d'une situation qui n'avait pas lieu d'être. Parce que lorsque vous regardez l'état de l'Amérique au 21 janvier, lorsque justement l'administration Biden prend les commandes du pays, l'Amérique est en paix, l'Afghanistan est sous contrôle et le retrait des troupes et des civils est programmé. Les États-Unis sont respectés à travers le monde de par leurs alliés, surtout de par leurs adversaires. L'économie se porte relativement bien et le relativement est lié bien entendu aux conséquences de la pandémie de Covid.
Oui, conséquence que le président Trump avait cherché à gérer très vite en évitant à tout prix les lockdowns, les confinements, ce qui tue l'activité économique, bien entendu. Il n'y était pas totalement parvenu, et derrière cela, comme chacun sait, il y avait des raisons politiques, puisque les démocrates avaient intérêt à ce que l'économie aille mal, puisque plus l'économie irait mal, moins les gens auraient envie de voter pour Trump, responsable de la situation économique. Et 2020 était une année présidentielle, etc., etc. Toujours est-il oui, que la situation générale des États-Unis était loin d'être mauvaise, et lorsqu'on l'examine aujourd'hui, on est en droit de se poser un certain nombre de questions parce qu'il y a des crises. Je les ai citées un petit peu plus tôt. On pourra oui. revenir en détail sur certaines d'entre elles si vous souhaitez. Mais disons que le Oui, bilan global après 9 mois n'est pas très encourageant. Aux États-Unis, on a eu en même temps une vaccination massive. Pendant très longtemps, ils ont été, en proportion de la population, le premier pays vacciné. Ils ne le sont plus aujourd'hui parce que ça a considérablement ralenti. Mais oui, on avait des gens comme le docteur Fauci, que vous connaissez peut-être, qui est donc ce oui, très bien. spécialiste en charge des questions de santé aux États-Unis, qui vous disait il faut continuer à pratiquer la distanciation sociale, il faut continuer à porter des masques, on ne peut pas rouvrir les écoles, il ne faut pas sortir, il ne faut pas aller au cinéma, etc., etc., etc. Donc on avait deux discours qui étaient totalement antinomiques et on a eu une réaction de la population qui n'a pas compris. Et Hmm. Biden n'a pas réussi à gérer cette situation. Il s'est enfermé dans cette doctrine vaccinale alors que les variantes avaient démontré qu'elles n'étaient pas suffisantes. Oui, Et aujourd'hui, cette doctrine vaccinale, elle se heurte, je dirais, à une certaine méfiance de la population américaine qui, n'a pas envie de recevoir une piqûre tous les 6 mois pour tel ou tel rappel, ouais. surtout si cette piqûre s'avère ne pas être efficace. Hmm. Or, l'un des arguments majeurs derrière l'élection de Joe Biden, c'était Donald Trump se fiche de vous, Donald Trump n'a pas de compassion pour le peuple américain, Donald Trump n'a pas de véritable souci ou de compréhension des questions sanitaires et des questions scientifiques. Mettez-moi à la Maison Blanche, je remettrai tout en place, tout retournera dans l'ordre, et etc., etc. C'est pas du tout ce qui s'est produit. Et on s'aperçoit que Joe Biden n'a pas plus de contrôle ou de confiance dans la science que l'on pouvait le reprocher à Donald Trump. Donc ça a créé une déception majeure auprès de la Oui, population, auprès de ceux qui ont voté pour Biden et auprès de ceux qui n'avaient pas voté pour Biden. Mais ça a détruit un des éléments qui justifiait sa présence à la Maison-Blanche et ça explique en partie aussi sa chute de popularité dans les sondages. oui. Lorsque Joe Biden devient président, a priori, on a passé l'étape du confinement parce que justement, on est rentré dans une phase de vaccination. Ce qu'il Oui. n'avait pas prévu, c'est l'évolution du virus et Hmm. notamment l'apparition de variants, le Le fameux variant, variant oui, Delta. oui. Et le fameux variant Delta a eu pour conséquence qu'un certain nombre de gens vaccinés, se croyant protégés, se sont aperçus qu'ils ne l'étaient pas. Parce Oui. que justement, le virus, entre-temps, avait évolué. Et donc, on a vu que les chiffres de la pandémie, même s'ils avaient baissé considérablement par rapport à un certain cap, eh bien, ne permettaient pas au pays de se rouvrir véritablement. Parce que ce que les Américains voulaient, ce que d'ailleurs beaucoup de citoyens de par le monde veulent encore, c'est en revenir au temps d'avant. Tout à C'est-à-dire fait, qu'on oui. veut pouvoir aller au cinéma, on veut pouvoir voyager, on veut pouvoir aller au restaurant, on veut Trouver de pouvoir la sortir et normalité, quoi. recevoir des amis, on veut Oui, vouloir vivre normalement et on espérait que le vaccin nous permettrait de vivre normalement. Aux États-Unis, on a eu en même temps une vaccination massive. Pendant très longtemps, ils ont été, en proportion de la population, le premier pays vacciné. Ils ne le sont plus aujourd'hui parce que ça a considérablement ralenti. Mais oui, on avait des gens comme le docteur Fauci, que vous connaissez peut-être, qui est donc ce oui, très bien. spécialiste en charge des questions de santé aux États-Unis, qui vous disait il faut continuer à pratiquer la distanciation sociale, il faut continuer à porter des masques, on ne peut pas rouvrir les écoles, il ne faut pas sortir, il ne faut pas aller au cinéma, etc., etc., etc. Donc on avait
deux discours qui étaient totalement antinomiques, et on a eu une réaction de la population qui n'a pas compris. Et Biden n'a pas réussi à gérer cette situation. Il s'est enfermé dans cette doctrine vaccinale, alors que les variantes avaient démontré qu'elles n'étaient pas suffisantes. Oui. Et aujourd'hui, cette doctrine vaccinale, elle se heurte, je dirais, à une certaine méfiance de la population américaine qui, n'a pas envie de recevoir une piqûre tous les 6 mois pour tel ou tel rappel, surtout si cette piqûre s'avère ne pas être efficace. Or, l'un des arguments majeurs derrière l'élection de Joe Biden, c'était Donald Trump se fiche de vous, Donald Trump n'a pas de compassion pour le peuple américain, Donald Trump n'a pas de véritable souci ou de compréhension des questions sanitaires et des questions scientifiques. Mettez-moi à la Maison-Blanche, je remettrai tout en place, tout retournera dans l'ordre, et etc., etc. C'est pas du tout ce qui s'est produit. Et on s'aperçoit que Joe Biden n'a pas plus de contrôle ou de confiance dans la science que l'on pouvait le reprocher à Donald Trump. Donc ça a créé une déception majeure auprès de la population, auprès de ceux qui ont voté pour Biden et auprès de ceux qui n'avaient pas voté pour Biden. Mais ça a détruit un des éléments qui justifiait sa présence à la Maison-Blanche et ça explique en partie aussi sa chute de popularité dans les sondages. Oui, tout à fait, parce que la dernière actualité en date, comme je l'ai mentionné en introduction, c'est la semaine dernière le décret. Je pense que dans le contexte francophone ou français, on dirait un décret qui impose au personnel de l'administration publique d'être vacciné. Et donc, ce décret va rentrer en vigueur. Et la première observation qu'on peut faire à la suite de cette décision, c'est la chute de Biden dans les sondages. Oui. Alors, ici, j'ai deux questions. La première, est-ce que la chute des sondages en réaction à la suite de cette décision, c'est une expression de l'opposition de l'opinion américaine de manière générale? Je vais dire, de manière générale, on compte à peu près 80 millions de vaccinés aujourd'hui. Est-ce que c'est une réaction populaire de rejet vis-à-vis de ce vaccin et donc par ricochet de cette administration? Et donc, auquel cas, cette tendance ira de manière continue, ou alors c'est simplement une décision stratégique de l'administration Biden de tourner un peu la page de la crise afghane pour distraire l'opinion publique, auquel cas on pourrait avoir une remontée dans les sondages très rapidement. Bon, il y a une petite partie, votre deuxième proposition sur le plan purement tactique et sur le plan de l'actualité immédiate. Oui, elle sert bien évidemment à détourner l'attention d'une actualité afghane qui est particulièrement dramatique pour les États-Unis. Par contre, ce qui se passe dans cette question des décrets, comme vous l'avez dit, et le problème pour moi est plus fondamental et je pense que les Américains le perçoivent de cette manière-là, c'est que un décret est par nature anti-américain. Et ce que je veux dire par là, c'est que les États-Unis sont le pays de la liberté, le pays du libre choix, et ce libre choix, il inclut le choix de la liberté de ce que l'on veut faire avec son corps. Tout à fait. Je rappelle pour une comparaison à laquelle on ne pense pas forcément régulièrement, mais vous savez que la question de l'avortement aux États-Unis est une question sensible. Et on va en parler parce que le Texas vient de passer effectivement une loi qui va limiter l'accès à l'avortement, la loi sur le battement du cœur, détection du battement du cœur, qui disons, légifère sur l'avortement après 6 semaines, qui est la période à laquelle le cœur, on peut percevoir le premier battement de cœur du fœtus. Bien sûr. Et donc, on pourra y revenir en effet, mais l'avortement au plan national, au plan fédéral, il est légal aux États-Unis depuis 1973, une décision qui à l'époque avait été passée par la Cour suprême, d'accord, majorité très faible, 5 contre 4, mais dans cette décision, appelée en américain de Roe versus Wade, c'était donc un dossier, une litigation entre une personne dont d'ailleurs ce n'était pas le faux nom et un juge d'instruction à l'époque, elle autorisait l'avortement en fonction du principe
que les Américains, du fait du premier amendement de leur constitution, ont la liberté de disposer de leur propre corps qui appartient à leur espace privé. Oui. Donc à partir de là, l'État fédéral dit je n'ai pas à intervenir dans ce que vous faites de votre corps. Quand le président signe un décret pour dire je vous oblige à vous vacciner, eh bien il enfreint ce principe. Oui. Les Américains s'en rendent bien compte parce que du coup, ils n'ont plus la liberté de faire ce qu'ils veulent de leur corps puisque le gouvernement les oblige à injecter des substances étrangères dedans. C'est au nom de leur santé, au nom de leur protection, mais le principe est bafoué. Donc là, il y a une contradiction fondamentale que les Américains ont saisie immédiatement et l'opposition à ce décret, elle ne tient pas à la validité du vaccin, elle ne tient pas à sa nécessité ou pas, elle tient à un principe juridique qui est à l'essence même de la fondation des États-Unis, à savoir la liberté individuelle et la liberté des gens de disposer d'eux-mêmes. Donc ce décret, il n'a aucune chance d'avoir jamais, je dirais, un soutien ou même une légalité. Et je pense que, comme c'est le cas de beaucoup de décrets, il va être examiné par un juge ici ou là qui mettra une injonction en disant il est inconstitutionnel, et puis ça montera jusqu'à la Cour suprême et ça prendra un certain temps. Mais ce qui me frappe, moi, dans cette posture, c'est qu'on voit le gouvernement Biden s'enfermer dans une posture autoritaire. Et ça aussi, c'est fondamentalement anti-américain. Et plus il s'obstine à chercher à obliger à vacciner même les employés du gouvernement, plus il va se mettre en porte-à-faux vis-à-vis d'une majorité de l'opinion américaine qui comprend quand même la réalité de l'existence des États-Unis. N'oublions pas que les États-Unis, c'est un pays qui a été créé de toutes pièces par des gens qui ont quitté leur pays d'origine pour se retrouver ailleurs, en fonction d'idées qu'ils avaient en commun, de la façon de mener sa propre vie. Et à partir du moment où le président enfreint ses principes sans même s'en rendre compte, c'est qu'il y a quelque chose qui vraiment ne va pas tout en haut du gouvernement américain. Donc, cette obligation vaccinale, pour moi, c'est une impasse dans laquelle Biden est en train de s'enfermer. Alors, il n'a pas encore indiqué ce qu'il ferait. Il n'a pas encore indiqué précisément ce qu'il ferait en 2024. Maintenant, il laisse quand même clairement entendre qu'il sera candidat. Et de toute façon, il est presque obligé de faire cela. Parce que si Donald Trump demain disait, écoutez, j'ai eu un mandat et je ne souhaite pas en faire un autre, eh bien immédiatement, vous avez une demi-douzaine de candidats qui se déclarent au sein du camp républicain, parce que malgré tout, il y a des volontés de parvenir à la Maison-Blanche auprès d'un certain nombre de personnages américains. Et donc, si Trump se retire, il crée un vide qui est rempli immédiatement par les candidats. À partir du moment où il dit « je pense me représenter », eh bien, il empêche ces candidats de rentrer dans l'arène parce que personne au sein du camp républicain ne va aller défier Donald Trump. C'est beaucoup trop risqué, c'est beaucoup trop difficile, il y a beaucoup trop de coups à prendre. Donc si Trump dit « j'ai l'intention d'y aller », on va lui laisser le champ libre au sein du camp républicain et il est fort probable qu'il y aille en 2024. Maintenant, vis-à-vis de son rôle d'ici 2022, ça va être l'enjeu de la bataille au sein du camp républicain. C'est-à-dire que Trump est la force politique dominante au sein du camp républicain aujourd'hui, mais il n'est pas la force politique exclusive. C'est-à-dire qu'il y a encore des anti-Trump. Il y a ce qu'on appelle en anglais les never Trumpers au sein du camp républicain. Et on va voir cette bataille avoir lieu lors des primaires. Et c'est vrai que un certain nombre d'élus du Congrès, Madame Liz Cheney, qui est une élue du Wyoming, la fille de l'ancien vice-président Cheney, en particulier, est une tête de file des anti-Trump. Et donc, pour son propre siège de congresswoman, eh bien, elle devra affronter une primaire républicaine face à un candidat soutenu par Donald Trump. Et ce que beaucoup d'observateurs examineront, je dirais, avec intérêt et de manière très, très détaillée, c'est en effet l'incidence et l'importance et le succès des candidats Trump
au sein du camp républicain pour être capable de jauger véritablement de l'influence de Donald Trump aujourd'hui. Ce sera l'autre enjeu des élections du midterm propre au camp républicain.